Bonsoir à tous, bienvenue dans l'amphi Richelieu de l'ICES, l'Institut catholique de Vendée. Nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Royer, président du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Dans la salle, vous avez aussi les entrepreneurs et dirigeants chrétiens de Vendée et des représentants aussi de la région nantaise. Ce soir, ce n'est pas nous qui allons prendre la parole, c'est les étudiants du parcours entrepreneuriat de l'ICES qui ont pu dîner aussi avec Philippe Royer tout à l'heure, vont organiser la soirée, présenter l'intervenant et puis assurer le jeu de questions-réponses. Nous, ici, on ne fait que mettre en valeur les compétences de nos étudiants. Donc, je laisse Victor, étudiant en Sciences Po, deuxième année, entamer la soirée. Et encore une fois, bienvenue et bonne soirée à vous tous. Bonsoir. Alors, bonsoir, Monsieur Royer. Si vous permettez, je vais retracer un peu votre parcours professionnel. Donc, Monsieur Royer, vous êtes issu d'une fratrie de 3 enfants, dont vous êtes le Benjamin. Vous avez grandi dans une ferme familiale dans l'Orne, en Normandie. Dans le prolongement de sa lignée, M. Royer envisage à son tour de devenir un agriculteur. C'est pourquoi il passe un BTS agricole au lycée du Robillard dans le Calvados. En 1987, M. Royer rejoint le contrôle laitier du Calvados. Il y grimpera tous les échelons, de technicien de terrain jusqu'à sa direction générale. M. Royer a alors 29 ans. 11 ans plus tard, en 1998, il est sollicité pour la direction de Classel, aujourd'hui l'entreprise Cenovia. C'est une structure de conseil aux agriculteurs qui compte aujourd'hui plus de 7000 adhérents. En parallèle, M. Royer reprend un cursus universitaire jusqu'à être diplômé de l'IAE de Caen. Dans le même mouvement, entrepreneur engagé au service du bien commun, Philippe Royer rachète en 2014 la librairie Chapitre à Laval et ses 14 employés. En 2015, Classel et 4 autres entreprises de conseil en élevage s'associent pour créer le groupe national Cénergie. Le groupe choisit Philippe Royer comme président. En 2018, notre invité est élu président du mouvement national des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il s'agit d'un cercle qui rassemble plus de 3200 dirigeants d'entreprises issus de tous les domaines économiques. Ce mouvement propose à ses membres de chercher et de réfléchir à comment œuvrer au service du bien commun. Monsieur, c'est un très grand honneur de vous accueillir à l'ICES et de vous recevoir. Merci de partager avec nous votre regard éclairé sur le monde actuel. Je laisse la parole à mon ami et à mon camarade Johan, ici présent. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Johan Odo. En collaboration avec mon collègue Jérôme Vermelin, nous nous sommes donné la tâche d'introduire aujourd'hui ce qu'est l'économie du bien commun. Sujet assez large et pas toujours bien encadré, surtout dans le domaine qu'est l'économie. Nous nous proposons de donner la définition historique donnée par l'Église à travers les encycliques et notamment à travers les mots de Jean XXIII en 1961 dans l'encyclique Mater et Magistra. Le bien commun serait donc, je cite, « l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité ». Cette définition simple et efficace représente la base de ce qu'on pourrait appeler l'écologie humaine. À notre échelle, nous, étudiants, entrepreneurs, cadres sociétaux, professeurs ou encore chefs d'entreprise, nous pouvons nous poser la question de comment le bien commun pourrait être la fin et l'objectif de notre activité. Depuis quelques années, nous pouvons énumérer finalement les symptômes d'une société que je pourrais qualifier d'essoufflée. La crise économique de 2008, la crise sociale des Gilets jaunes, la crise sanitaire que l'on traverse actuellement, et même encore la crise de bioéthique que nous subissons. Car oui, l'économie va-t-elle pouvoir marchander la vie humaine ? En tant qu'étudiants, nous nous devons de prendre un peu de recul. Sommes-nous vraiment en train de rechercher le bien commun, défini et donné par l'Église comme moyen de transcender par une simple activité économique,
Ou sommes-nous tous en train de continuer dans le même système économique déjà condamné par plusieurs cycles, par plusieurs encycliques, telles que Rerum Novarum en 1891 de Léon XIII, ou même Sanctissemus Annus de Saint Jean-Paul II, écrite 100 ans plus tard, en 1991. Avec mes collègues, nous nous sommes intéressés par cette grande question. Nous nous investissons dans des mouvements pour voir le monde de l'entreprise se renouveler au sens et au profit de l'humain, plutôt que la recherche d'une croissance économique infinie. Car au-delà d'une quête de sens pour l'individu qui se perd dans cette société, il y a aussi et surtout une perte de l'éthique, tout simplement. Alors ce soir, avec vous, nous voulons résumer tout cela par une simple question à laquelle M. Royer va répondre, est venu répondre tout à l'heure. À quoi sommes-nous appelés? Veuillez applaudir, mesdames et messieurs, M. Philippe Royer. Merci pour cette biographie. Je vois que vous êtes bien renseigné. Et pour cette belle introduction. À quoi sommes-nous appelés et cette économie du bien commun, est-ce une urgence et pourquoi ce serait une urgence? Allons-nous basculer vers le monde de demain? On entend beaucoup parler actuellement du monde de demain et notamment à l'occasion de la crise du coronavirus, on entend parler de, voilà, enfin on va basculer vers le monde de demain. Et est-ce qu'on va y basculer rapidement, en quelques jours, en quelques mois? C'est un peu plus complexe que ça. Quand on fait l'analyse au niveau macroéconomique, bien sûr, je vais expliquer en quoi on aspire à un changement de paradigme et à un monde de demain, mais il faut toujours resituer ça un petit peu avec du recul, puisque les années de coronavirus seront intermédiaires de Covid, mais elles seront oubliées dans quelques années, alors que la tendance lourde restera. Vous disiez qu'on était dans un enchaînement de crises, c'est réel. On estime aujourd'hui, quand on échange avec des personnes, à la fois des historiens, des sociologues, des économistes, on estime qu'on est dans un cycle de mutation à peu près qui va durer une trentaine d'années, qui commencerait dans les années 2000 et qui se terminerait en 2030. Donc ça veut dire qu'on n'est pas au bout. Vous l'avez cité aussi, et on ne s'était pas concerté, mais la première traduction de ces crises a été la crise financière, en 2008. Le problème de la crise financière, c'est qu'on a traité les effets, très très vite d'ailleurs, et on n'a pas traité les causes. Après, je rajouterai à celle que vous avez évoquée, la crise du réchauffement climatique. Il y a 15 ans, c'était complètement contesté. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, c'était encore contesté par beaucoup de personnes. Ça devient une évidence. Il suffit de voir, et moi qui travaille dans le domaine de l'agriculture, il suffit qu'on voit les dates des récoltes, qu'on voit les pics de chaleur. Bien sûr, c'est de plus en plus variable. Ça ne va pas s'appliquer de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont devenir en France des zones de sécheresse, et il va y avoir des zones qui vont plutôt devenir des zones de mousson, si je caricaturais, à échéance de 50, parce que, et aujourd'hui, on est déjà dans le 1,5. C'est-à-dire tout ce que l'on fait sur l'agriculture bas carbone, sur lequel on travaille beaucoup, c'est simplement pour limiter à 1,5. Il y a déjà 1,5 de joué aujourd'hui. Ça veut dire que si on n'améliore pas les choses, donc on est dans une vraie crise. Et l'écologie, j'y reviendrai, est un vrai sujet. Donc après, on a cette crise pandémique. Cette crise pandémique qui va s'enchaîner, qui nous fait visiter nos fragilités, qui nous fait visiter la question de la vie aussi, et l'importance de la vie, mais qui génère aussi beaucoup de peur, beaucoup de distanciation qui peuvent être inquiétantes. Et puis, derrière cette crise-là, on rentre dans la foulée dans une crise économique. J'espère qu'on n'aura pas de crise politique, mais il y a un vrai danger quand on regarde le repli sur soi de la plupart des pays, des grandes puissances mondiales. Donc on est face à un questionnement de crise économique qui est devant nous. Donc ça veut dire, vous allez me dire, vous n'êtes pas très positif ce soir parce que vous nous dépeignez quelque chose de compliqué. Je pense qu'il est important de dépeindre la réalité et de se dire que les choses ne changeront. Moi, je suis quelqu'un qui est rempli d'espérance. Les choses peuvent changer, mais elles ne changeront que si on se prend en main pour les changer. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans une période d'une dizaine d'années dans laquelle on va vivre des chaos. Voilà. C'est déjà vécu, si vous êtes dans le secteur de certaines formes de tourisme international ou dans le secteur de l'aérien aujourd'hui, de l'aéronautique, on voit bien qu'il y a des conséquences qui vont être très très significatives. Donc il y aura des chaos.
Il y aura ces chaos-là. À côté de ça, et c'est là où il faut être rempli d'espérance, il y aura de l'émergence d'innovation et d'opportunités. La question, c'est est-ce qu'on accepte de voir ce monde avec cette émergence d'opportunités et d'espérance? C'est quasiment un devoir pour moi. C'est quasiment un devoir qui nous est donné, quand bien même beaucoup de personnes seraient pessimistes. Quand on est chrétien et rempli d'espérance, ce que je pense être, on a un devoir d'espérance. C'est-à-dire que l'espérance, c'est vraiment le fait de garder, le fait de croire en demain, quand tous les signes nous amèneraient à renoncer. Et à toute période, il a fallu des hommes et des femmes qui se lèvent à des moments compliqués pour dire qu'il fallait porter un nouveau modèle, qu'il fallait porter un changement de paradigme, parce qu'on ne peut pas raisonnablement pousser encore le curseur beaucoup plus loin. On est arrivé à créer des mégalopoles dans lesquels on arrive, je dirais, au bout du modèle, c'est-à-dire au bout du modèle de la société d'hyperconsommation, dans lequel vous avez les déchets de la société d'hyperconsommation, sur lequel on construit les bidonvilles, on rapproche les déchets de la société de consommation des déchets humains. Je veux dire, on ne peut pas aller beaucoup plus loin et faire beaucoup pire que ça. Donc ça veut dire qu'il nous faut absolument changer de paradigme. Ce changement de paradigme, si on ne le fait pas, on va générer les germes d'une révolution dans nos pays. C'est-à-dire que, y compris ceux qui sont du bon côté, ont intérêt de s'en occuper, parce que sinon ça va mal se passer. Vous avez fait référence à la crise des Gilets jaunes, qui n'a pas été traitée. Elle est d'ailleurs même enfouie maintenant à travers le fait qu'il n'y ait pas de manifestation. Mais elle n'a pas été traitée. Moi, je suis allé sur des ronds-points, je suis allé écouter des personnes, et il y avait la crise de l'anxiété. Bien avant le coronavirus, il y avait la crise de l'anxiété. Et moi, j'ai eu des salariés de l'entreprise à être présents sur ces ronds-points, et je les ai questionnés. Ils me disent « Ah oui, mais aujourd'hui, je suis encore du bon côté, mais je suis convaincu que je ne vais pas y rester. C'est-à-dire que je vais basculer du mauvais côté, et donc ces inégalités grandissantes deviennent insupportables. » Alors, dans ces éléments-là, il faut quand même distinguer ce qui est du domaine des tendances lourdes, sur lesquelles on devra intégrer des appuis, et ce qui est des domaines des malaises du monde. Dans le domaine des tendances lourdes, plusieurs points. On va être dans une société de la modernité. Ne rejetons pas la modernité. Je reviendrai sur la question de la décroissance plus tard. Mais ne rejetons pas la modernité, ne rejetons pas le digital. On va devoir se positionner sur les biotechnologies, sur les nanotechnologies. Plein de questions sont devant nous. Est-ce que la technique domine le monde, ou est-ce que c'est nous qui utilisons la technique à bon escient ? Moi, je pense qu'il faut plutôt utiliser la technique à bon escient. Je fais partie d'un groupe qui a une filiale qui est leader dans l'objet connecté dans le domaine de l'élevage. Et c'est très positif parce qu'on amène le fait que ces exploitations suivies puissent baisser, par exemple, les antibiotiques de 80% dans l'utilisation sur les animaux et développer une agriculture du vivant. Donc, quand la technologie sert une cause positive, surtout ne rejetons pas la technologie, parce que ça serait, à mon avis, dangereux. Par contre, est-ce qu'il faut accepter toutes les évolutions technologiques ? La question nous est vraiment posée. Donc ça, c'est le domaine des mutations dont il faut s'emparer. Dans le domaine des malaises, je parlais des inégalités financières. Quand vous avez moins de 5% de la population mondiale qui capte plus de 50% de la richesse mondiale, on arrive à un problème. Et c'est important de dire que c'est un problème. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire que c'est un problème parce que ce n'est pas politiquement correct, mais c'est un problème. On a un problème de répartition des richesses et on a un gros problème qu'on évoquait aussi à table, on a un gros problème éducatif. C'est-à-dire que la plus grande inégalité aujourd'hui, elle est certainement éducative. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent, je me suis occupé de réinsertion de prisonniers pendant 5 ans, il y a des gens qui partent avec des difficultés qui sont quand même lourdes. Et si nous, on ne les aide pas à refaire surface, on va fracturer, la société est de plus en plus fracturée, on ne peut pas la fracturer un peu plus parce que ça risque de péter. Donc il nous faut quitter un paradigme technocratique, parce que pour moi on n'est même plus dans un paradigme politique, on est arrivé dans un paradigme technocratique. Donc il nous faut basculer vers cette économie du bien commun, cette économie de l'espérance. Ce paradigme technocratique, quelques points aussi sur la technocratie, il y a toute une partie de la technique qu'il nous faut garder. La techné, c'est tous les savoir-faire. Bien sûr
On a besoin dans nos entreprises de savoir-faire, on a besoin d'intelligence autour des savoir-faire. On a besoin de nouveaux produits techniques. Et voilà. On a besoin de technologie. Ça, pas de souci. Par contre, il y a quelque chose qui a mal tourné dans le domaine de la technique. Ça s'appelle la technocratie, d'ailleurs. Et kratos, en grec ancien, c'est le pouvoir. En fin de compte, c'est la manière dont on utilise le pouvoir pour la technique qui devient le problème. C'est-à-dire que, et la technocratie, on peut lui mettre deux dimensions qui sont la bureaucratie, c'est vraiment un poison de notre société. C'est-à-dire qu'on n'a plus une société politique, on a une société bureaucrate. Et d'ailleurs, les politiques passent et les hauts fonctionnaires restent par rapport à ça. Et il faut qu'on se sorte de cette technocratie et de cette bureaucratie. Et puis, on a perdu également le sens de l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité et le pouvoir sont deux qualités et deux fonctions essentielles qu'il faut pleinement assumer. Ne fuyons pas le fait de prendre des postes à responsabilité. Le problème, ce n'est pas de prendre le pouvoir sur lequel on est parfois appelé à exercer, c'est la manière dont on l'exerce, le problème. Arrêtons de rejeter le pouvoir. Il faut au contraire prendre le pouvoir qui nous est donné, parce que c'est en prenant le pouvoir qu'on a des leviers d'action dans le monde. Si les gens qui sont de bonne volonté ne prennent pas le pouvoir, parce qu'ils considèrent que prendre le pouvoir, c'est pas bien, si quand parmi nous, certains prennent le pouvoir, et ça je trouve assez terrible, parfois les autres, au lieu de se dire, tiens, il a eu le courage de prendre le pouvoir, critique. Ça, c'est la critique est poison. Donc encourageons les gens qui osent prendre le pouvoir. Par contre, le vrai pouvoir qui doit être le nôtre, c'est pas de se servir, c'est de servir. Si on exerce le pouvoir avec l'envie de servir, le pouvoir n'est plus du tout un problème. C'est un service rendu à la société. Et c'est pour ça qu'un poste politique ne devrait pas être durable. On devrait tous pouvoir s'engager en politique à un moment donné pour exercer un service à la nation, au département, à la région, et revenir dans nos métiers. Aujourd'hui, c'est quand même plus simple pour des gens qui sont dans la fonction publique de le faire que des gens qui sont entrepreneurs ou dans le domaine de l'entreprise. Donc, il est absolument important qu'on se réconcilie avec la notion de pouvoir. Il faut oser exercer le pouvoir. De la même manière que notre société a besoin d'autorité. Notre société a besoin d'autorité. C'est complètement inacceptable qu'on ait plus de 100 banlieues où la police ne puisse pas aller, où les pompiers ne puissent pas aller. Pour moi, il faut le dire. À un moment, si on dit c'est normal, ben dans ces cas-là, bon, ok, moi je dis c'est pas normal. Quand quelque chose est bien, il faut dire c'est bien, mais quand quelque chose ne va pas, il faut dire ça va pas. Et donc cette autorité, il faut la rétablir, pas de manière répressive. Bien sûr qu'il faudra, dans ces quartiers-là, l'exercer un moment. Mais il faut surtout que ça soit accompagné d'une autorité aimante et d'un accompagnement pour dire le quartier est difficile, comment on fait pour sortir ces gens de la difficulté et arrêtons de les concentrer à des endroits. On est arrivé à concentrer tout le monde dans l'urbain, alors que c'est la connexion à la nature qui permet à des gens de s'en sortir. Donc il va falloir qu'on ait un problème, qu'on ait un redéploiement un peu de nos actions. Et puis, il nous faut sortir du toujours plus. Notre société est dans le toujours plus pour passer dans le toujours mieux. Voilà. Pas dans le moins, parce que je pense que ça serait une erreur, j'y reviendrai sur la décroissance. Mais allons vers le toujours mieux. Voilà. On peut exercer notre action dans le toujours mieux et avancer par rapport à ça. Donc il nous faut quitter ce paradigme-là. On voit bien qu'on a atteint des limites, qu'on surconsomme les énergies fossiles, que tout ça ne va pas durer. On voit bien qu'une croissance illimitée, la croissance illimitée repose sur un mensonge. Le mensonge, c'est que la disponibilité des réserves ne sont pas illimitées. C'est-à-dire que les énergies fossiles, notamment, ne sont pas illimitées. Les mines ne seront pas illimitées. On se comporte comme si c'était illimité. Donc il va falloir à un moment qu'on redéploie de l'intelligence pour trouver des nouvelles formes d'énergie, et puis que peut-être on ait une forme de frugalité heureuse, dans lequel on se recentre sur des essentiels. Et plutôt que ça serait mieux de le faire pendant qu'on a
la capacité de le décider que de le faire parce qu'on y sera contraint pour des problèmes économiques. Donc, cette prise de conscience de nos fragilités dans la période actuelle doit nous amener à revisiter cette exigence et ce changement de modèle. Qu'est-ce qu'on propose par rapport à l'économie de bien commun je veux dire dans la ligne droite de ce que vous proposez sur la définition du bien commun? Ça a été très bien dit. Le bien commun, c'est au-delà, ce n'est pas la somme des individualités ou des réussites individuelles. C'est-à-dire que c'est ni même l'intérêt général, je vais y revenir. Le problème de notre société, c'est qu'on a poussé l'individualisme à son paroxysme. Et en faisant le pari que la somme des réussites individuelles dans la vie amènerait au bien commun. On fait le constat aujourd'hui que la somme des individualistes ne fait pas le bien commun. Notre société a besoin de quoi? Il a besoin d'un projet de société qui aille au-delà de l'intérêt général, parce que l'intérêt général, c'est ce qu'on pratique jusqu'à aujourd'hui. Le problème de l'intérêt général, c'est qu'on prend des décisions en disant on va essayer que ça fasse le moins de casse possible. Alors que le bien commun, ça a été dit, c'est le fait que toutes les parties prenantes trouvent leur place dans la société. Ça veut dire que l'inclusion des plus fragiles et le respect de la planète ne peuvent plus être des options qu'on applique simplement si on a les moyens. L'économie du bien commun, c'est quoi? C'est résoudre une équation qui peut paraître complexe. Il faut absolument continuer à entreprendre. Alors, le pire, ce serait de ne plus entreprendre. Il y a 3 urgences. Il y a une urgence sociale, une urgence environnementale et une urgence entrepreneuriale. On parle beaucoup de l'urgence environnementale et de l'urgence sociale. N'oublions pas l'urgence entrepreneuriale. Elle est complètement déterminante. À chaque fois qu'on a des caps à passer, comme celui qu'on a devant nous pour les 10 années à venir, il faut qu'il y ait des leaders qui se lèvent. Le pape François dit dans Laudato Si 53, il dit cette crise est très très compliquée. Je ne sais pas d'ailleurs quels vont être les leviers de sortie. Ce que je sais, c'est que ça passera par des hommes et des femmes qui se lèvent. Voilà. Et la question, par rapport à ces hommes et ces femmes qui se lèvent, on est tous assez d'accord sur ça. On voit bien qu'il va falloir faire quelque chose. Mais on voudrait que cette société, elle change, parce qu'on a des enfants, on a des petits-enfants, on a un sens de la responsabilité. Le problème d'une société qui sort de tant d'années d'individualisme, c'est qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent, et pas nous. Alors que la société ne changera que quand là, dans cette salle, chacun, on changera. Chacun, on osera entreprendre, c'est-à-dire qu'on osera sortir un peu de notre confort, on osera miser et prendre des risques. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'argent et il prend des risques par rapport à ça. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Il croit dans demain. Donc il faut absolument réveiller, notamment j'étais avec les jeunes de l'ICES cet après-midi, il faut réveiller dans chaque jeune le fait qu'ils puissent entreprendre leur vie. C'est extrêmement beau d'entreprendre sa vie. Tous ne vont pas créer une entreprise. Certains seront peut-être profs, d'autres DRH, d'autres avocats dans les personnes que j'ai vues. Mais toutes ont à entreprendre leur vie. Donc il faut croire en demain. Croire en demain, c'est oser entreprendre sa vie, oser déployer ses talents. Et puis, pour entreprendre, il faut faire confiance. Ça veut dire qu'il faut retrouver le goût de l'altérité. L'individualisme nous a amenés à nous replier sur nous. D'ailleurs, le Covid nous amène à nous dire que l'autre pourrait être dangereux en plus. Sur ça, c'est assez dramatique. Alors que la richesse est dans l'autre. Voilà, le monde s'en sortira si on agit sur 2 leviers. Le levier de sa propre identité. Et là, il y a des identités qui ne sont plus assez assumées. Et si les gens qui ont des belles identités ne l'assument pas, on va sombrer dans l'intégrisme. Donc il faut absolument développer son identité. C'est déterminant de développer son identité. Si vous voulez éviter l'intégrisme, développez votre identité. Et par contre, cette identité, de la même manière que je disais tout à l'heure que l'autorité devait être équilibrée de l'amour, l'identité doit être équilibrée de l'altérité. Si votre identité vous amène à voir l'autre comme quelqu'un et vous jugez, ce n'est pas une saine identité. La belle identité, c'est celle qui vous amène à ne pas juger l'autre et à l'accueillir dans son altérité. Si on est capable de gérer cet équilibre de l'identité et de l'altérité, on va pouvoir aller vers les autres.
en étant pleinement soi-même, en disant ce à quoi on croit, cette économie du bien commun, donc, et cet esprit d'entreprendre. Donc il faut bien développer cet esprit d'entreprendre qui est fondamental. Le deuxième point, c'est qu'il faut innover. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut innover, et moi je suis toujours épaté. Les jeunes, je crois beaucoup dans la génération qui arrive. Moi j'ai 55 ans, j'estime que notre rôle c'est de préparer le terreau fertile pour que cette génération s'empare de cette économie du bien commun. Mais on a une responsabilité à préparer le terreau fertile. Donc, et il y a besoin d'innovation. Pourquoi il y a besoin d'innovation? Quand on est chrétien tel que je le suis, Dieu a fait le monde et il nous a fait co-créateurs de la suite de l'histoire. Donc chacun a une responsabilité d'assurer sa part de la suite de la création. Celui qui enfouit son talent, comme c'est dans la parabole des talents, parce qu'il a eu peur, il est jeté dans les ténèbres du dehors. C'est fort. Donc ça veut dire que chacun a des talents, quel que soit l'âge auquel il a des talents à déployer. Voilà. Et il n'est jamais trop tard pour les déployer. Moi, j'ai vu des gens arriver aux EDC. Là, il y a une personne qui est arrivée aux Français de l'étranger. Pascal le connaît bien. Il vient de développer les EDC dans plus de 25 pays maintenant. Et il a été touché quasiment à 60 ans par le fait de la pensée sociale chrétienne. Donc il n'y a pas d'âge. On peut le faire dès 20 ans, on peut le faire à 60 ans. Certains à 75 ans font des choses fabuleuses sur ça. À tout âge, on a devoir d'être co-créateur. Moi, je ne crois pas un instant à une société où on a fait croire qu'on devrait trimer toute sa vie pour avoir 10 années fantastiques entre 60 et 70 ans, alors maintenant c'est plutôt 62 et 72, dans lequel on pourrait voyager dans le monde entier et puis profiter de la vie, parce que le reste de la vie... Non, mais moi, j'ai 55 ans, ça fait 35 années que je m'éclate dans l'entreprise et que je prends beaucoup de plaisir à entreprendre, à créer, à reprendre sur ça. Et les jeunes, c'est ça qu'il faut qu'on leur transmette. Hein. C'est cette envie d'aller créer, cette envie d'aller entreprendre. C'est fabuleux, c'est risqué de temps en temps on perd, mais c'est pas grave. Ça nous façonne, les épreuves font aussi partie du chemin. Donc il nous faut réconcilier cet esprit d'entreprendre, cet esprit de co-création avec l'inclusion des plus fragiles et avec le respect de la planète. Un mot sur l'inclusion des plus fragiles. Nous, on défend qu'il faut absolument maintenir les aides d'urgence parce que personne dans la vie n'est à l'abri d'un accident de vie et on a de la chance d'être dans un pays où il y a des aides d'urgence. Par contre, quel drame de continuer à donner des sommes à des personnes sans leur demander de contrepartie. C'est contraire, vous évoquiez la doctrine sociale de l'Église, c'est contraire à la dignité humaine, qui est un des piliers de la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que le pire est de dire à quelqu'un « je te donne de l'argent et puis j'entends pas parler de toi ». C'est le pire. Ce qui nous est donné, c'est de révéler aux plus fragiles et aux plus pauvres le fait qu'il est utile à la société. Voilà. Et je connais je me suis occupé de prisonniers, j'ai des amis qui s'occupent d'insertion, on a aussi développé avec des amis l'emploi de personnes handicapées à Laval. Quand on va au rapport des plus fragiles, qu'est-ce qu'on grandit? Dans un premier temps, on y va en pensant les aider, et parce qu'on se dit, ben voilà, moi je suis de bonne volonté, et puis j'ai eu de la chance d'être né du bon côté ou d'avoir plutôt réussi dans ma vie, donc je vais essayer de partager ça. Donc on y va pour les aider. Et en avançant, on se rend compte que c'est eux qui nous aident. Parce que quand vous allez auprès du plus pauvre, il vous fait grandir, il vous fait visiter sa fragilité, vous renvoie à votre propre fragilité. Et donc, s'engager dans l'économie du bien commun, s'engager à avoir des actions pour les plus pauvres, c'est pas un don, c'est un don et un contre-don. Et moi, ce que je peux mesurer, c'est que j'ai le sentiment d'avoir plus reçu que ce que j'ai donné. Voilà. Et ça, c'est important de révéler que le don génère le contre-don, et c'est quelque chose de super positif sur ça. Et puis, quand il y a trop de monde à commenter le monde aujourd'hui. Enfin, sincèrement, il y a beaucoup trop de monde à commenter le monde. Ce soir, je le fais, mais je vais essayer de prendre des exemples par lesquels je vous prouve que je suis acteur dans le monde. Mais on n'a plus besoin de commentateurs du monde. On a besoin d'acteurs.
On a besoin de gens qui décident de changer les choses, de gens qui décident de dire j'ai des euros et je décide de les partager. Voilà. Est-ce que je veux les accumuler, ces euros? Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça? Et il est dit qu'à un moment, si on ne veut pas se déposséder de ses biens, volontairement, on devient esclave de ces biens. C'est-à-dire que c'est plus vous qui, si vous avez beaucoup de biens, ce n'est plus vous qui possédez vos biens, c'est vos biens qui vous possèdent. Si vous avez 5, 10 appartements, j'ai croisé des gens qui avaient 3 maisons, des choses partout, puis ils me disaient ah, mais j'ai 5 enfants, il faut au moins que j'ai un appartement, parce que vous comprenez, si chaque enfant n'a pas un appartement pour commencer dans la vie, il ne va pas y arriver. Mais à un moment, ces gens sont possédés par leurs biens. C'est plus eux qui possèdent, c'est plus eux qui jouissent de leurs biens, c'est les biens qui les possèdent. Est-ce qu'on peut retrouver de la liberté avec ça? Et ça, c'est souvent l'avantage des jeunes, parce que comme ils n'ont pas beaucoup de biens, ils peuvent entreprendre. Plus ils entreprennent tôt, moins ils ont de mal à lâcher. Donc entreprenez tôt par rapport à ça. Donc il faut absolument développer cet esprit d'entreprise vers le bien commun. Et puis la planète, je vais dire maintenant, c'est incontournable. C'est complètement aberrant que l'écologie soit un parti politique. On devrait tous être acteurs de l'écologie. Et en tant que chrétien, moi je me sens, et en tant que mouvement de dirigeants chrétiens, on a une responsabilité particulière. Il est vital qu'on se réempare de l'écologie. L'écologie peut être un moyen qui nous réconcilie avec la génération qui arrive, qui est naturellement sensible à cette question-là. Et ils ont raison. Ils ont raison d'être sensibles à ça. Après, ils ont besoin de visiter la cohérence de leurs actes dans ce qu'ils font en termes d'écologie, parce que c'est bien d'y être sensible, c'est mieux d'être cohérent dans les actes, et on a parfois tous une schizophrénie aussi sur ce sujet-là, mais il est absolument déterminant de rétablir les problèmes, parce que si on ne rétablit pas les problèmes sur l'écologie, on va augmenter les migrations, et ça va poser des problèmes majeurs. La plupart des gens qui migrent ne migrent pas pour le plaisir de migrer. Quand vous êtes bien à un endroit, en général, vous avez plutôt envie d'y rester. Ça veut bien dire qu'on a un problème de déséquilibre dans le monde, et le réchauffement climatique concourt à ces déséquilibres-là sur le plan géopolitique. Et donc, c'est de notre responsabilité d'être acteurs. Moi, je suis dans une entreprise où on a fait partie des gens qui ont accompagné dans les années 70 le type de société, l'agriculture intensive, et aujourd'hui, on a changé radicalement de choses. Et je n'ai pas honte de dire qu'on a changé, parce que c'était nécessaire de changer. On déploie une agriculture du vivant, on est premier accompagnateur des entreprises laitières sur les fermes bas carbone, on est premier accompagnateur sur le non-OGM, sur le bien-être, parce que c'est l'occasion de réconcilier la société avec l'agriculture pour que les agriculteurs gagnent bien leur vie. C'est complètement inadmissible. Et donc, il faut retrouver le sens du collectif. Et si vous avez des projets collectifs, vous êtes à ce moment-là capable de déplacer des montagnes. Donc, quel type d'économie on veut demain? Est-ce qu'on veut une croissance illimitée, une croissance raisonnée? Est-ce qu'on veut une décroissance? Un risque majeur, c'est face à une croissance déraisonnable, c'est qu'on est des apôtres de la décroissance déraisonnable. Si on déploie une décroissance déraisonnable, qui est-ce qui trinque? Les pauvres. C'est-à-dire que si vous passez avec un coup de balancier d'une croissance extrêmement offensive à une décroissance extrêmement forte, qu'est-ce qui va trinquer? Alors, les riches, éventuellement, vont trinquer un peu, mais le riche très riche sera un petit peu moins riche. Mais le pauvre sera très pauvre, et celui qui était limite passera du mauvais côté. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention au niveau de la décroissance. D'ailleurs, Laudato Si propose une croissance raisonnée par rapport à ça, raisonnée dans lequel on estime qu'au niveau de l'écologie, là où on a été un peu comme Descartes, pendant pas loin de 50 ans, Descartes disait « il faut être maître et possesseur de la nature ». Voilà. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se sont quand même mis dans cette logique d'être maître et possesseur de la nature, y compris le secteur agricole dans lequel je travaille pas mal. Mais aujourd'hui, il faut mesurer que nous sommes de passage et nous sommes gestionnaires. Qu'est-ce que doit faire un gestionnaire? Un bon gestionnaire, normalement, fait un état des lieux d'entrée et fait un état des lieux de sortie.
est-ce que quand je sors, est-ce qu'à la fin de ma vie, je laisserai une planète dans le même état, ou est-ce que ma contribution individuelle, au moins, aura été stable, négative ou positive par rapport aux enjeux de l'écologie? C'est une question qu'on doit chacun se poser. Il n'y a qu'en se posant la question individuellement qu'on pourra générer une réponse collective. Parce que c'est la somme de personnes qui vont se mettre à bouger, qui vont créer un élan. Donc nous, on pense que la réponse à croissance-décroissance, ce n'est pas la bonne question. On pense que la réponse, elle est anthropologique. Vous l'avez d'ailleurs très bien signalé dans votre introduction. La réponse, c'est quel type de progrès on veut pour demain. Est-ce que le progrès va être au service de l'homme, avec un grand H, et donc de la femme? Est-ce qu'on va faire que les technos, on va s'en emparer à bon escient? Ou est-ce que le fait que cette société soit devenue instrumentalisée fait qu'il faut aller toujours plus, vous parliez de la marchandisation de certaines technologies, voilà, parce qu'aujourd'hui, tout peut être business. Tout peut être business. Est-ce que tous les business sont bons? Voilà. Je pense que la pornographie n'a pas fait grandir le grand monde sur ça. C'est pourtant un business. Donc il y a un moment, il faut être capable de dire que certaines activités sont défavorables à l'équilibre d'une société. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc il faut qu'on ait ça. Et il faut qu'on le fasse par contre de manière positive. Je trouve qu'un des défauts qu'on a, c'est qu'on est souvent contre et qu'on ne propose pas d'alternative. Notre devoir est de proposer des alternatives, notre devoir est de s'engager pour montrer qu'il y a des choses possibles, et à partir de là, on a plus de crédibilité, sinon on reste, comme je disais tout à l'heure, des commentateurs du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut en entreprise et dans le monde économique? Il faut retrouver sa raison d'être. Pourquoi on a été créé? On discutait tout à l'heure avec des personnes de l'ICES, hein. De toute façon, l'ICES ne réussira que si elle s'ancre sur sa raison d'être. Si l'ICES veut ressembler à l'école de commerce de Lyon ou à celle de Paris, elle ne sera jamais l'école de commerce de Lyon ou celle de Paris. Par contre, elle a d'autres atouts à faire valoir qui, en général, sont dans les germes de sa création. Et quand on ne sait plus où on en est, et ça nous arrive des fois dans nos entreprises, ça peut aussi nous arriver dans nos vies, il est important de s'arrêter et de se poser la question de sa raison d'être. Pourquoi l'ICES a été créé? Pourquoi moi, je l'ai fait il y a 5 ans dans le groupe que je dirige. Pourquoi on a été créé? Et si on était créé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qu'on faisait depuis 40-50 ans qui avaient dérivé, qui n'étaient plus du tout dans l'objet de pourquoi on avait été créé. Et certaines choses, on se dit, bon, ça, c'est un intérêt. Par contre, d'autres, il faut faire une croix dessus. Ça a été peut-être une dérive activiste qu'on a menée, mais ça ne crée pas de valeur. Ça crée pas de valeur. Donc, si vous voulez ne pas être pris par le prisme de la technologie, d'ailleurs, des entrepreneurs qui déploient des solutions technologiques savent que s'ils restent dans le prisme de la technologie sans monter dans la raison d'être et dans la complexité de la systémie, la technologie, elle est vite remplacée par une nouvelle technologie, donc votre entreprise est très fragile. Par contre, si vous savez résoudre des choses complexes pour la société, vous avez beaucoup plus de chances de durer. C'est-à-dire que donc, la pérennité de votre entreprise s'en trouve renforcée. Donc c'est bon pour toutes les parties. Et l'entreprise qui ira bien demain, c'est l'entreprise qui va concilier une raison d'être porteuse de sens, parce que ça, c'est une bonne nouvelle. Les jeunes qui arrivent et les meilleurs talents ont le choix. Ils iront dans les entreprises porteuses de sens. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des grands groupes. J'étais avec le patron de la Société Générale là, il y a quelques mois, qui disait on est très inquiet parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus venir chez nous parce qu'ils estiment que ce que l'on fait n'est pas bien sur ça. Donc, c'est intéressant que ces questions-là et que ces paradigmes puissent se réinverser. Et donc, l'entreprise qui réussira demain, c'est l'entreprise qui va concilier une raison d'être avec la raison d'être de chacune des parties. Si on permet à chacun de développer ses talents avec son sein, au service d'un projet collectif, ces entreprises vont déplacer des montagnes. C'est les entreprises qui vont réussir. Donc, alors certains ont discuté cet après-midi avec des étudiants qui me disaient « Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopiste, là, votre monde? On est dans un monde beaucoup plus dur que ça, de concurrence. » C'est pas parce qu'on est dans un monde qui a toujours été comme ça qu'il ne faut pas changer.
qu'il ne faut pas gagner en cohérence. Tout ne se fait pas en un soir. C'est pour ça que je disais qu'il fallait une dizaine d'années. Si on voulait continuer à façonner le monde, il ne faut pas promettre des choses en un an. Personne n'est capable de le faire en un an. Mais si on s'y met et qu'on crée un élan collectif, moi, ce que je constate, c'est que le mouvement des ODC est en plein développement parce que les gens ont une soif de sens telle qu'elle n'a jamais été présente. Et ça, il est important de venir rejoindre cette soif de sens. Vous avez parlé de la doctrine sociale de l'Église. À un moment où tout est en train de bouger, puisqu'on est dans une période où quand même on n'a jamais eu autant d'incertitudes depuis de nombreuses années, à un moment où tout est en train de bouger, si vous voulez éviter de tourner comme une girouette, vous avez intérêt de vous appuyer sur quelques balises solides. Voilà. Et ces balises solides, nous on appelle ça la pensée sociale chrétienne, c'est issu de la doctrine sociale chrétienne, et comme on est dans un mouvement œcuménique où on travaille avec les protestants, on a également la richesse de la pensée protestante et qui nous nourrit par rapport à ça. Mais cette pensée sociale chrétienne, elle est universelle. Elle est universelle. J'ai des gens de la CPME, du MEDEF et autres, du CJD, je suis allé intervenir pour tout le bureau national du CJD, ils disent mais il faut qu'on s'empare de la pensée sociale chrétienne. On a toutes les balises, le bien commun, la dignité de l'homme, la subsidiarité. On est dans un monde où il faut développer la subsidiarité. Alors, subsidiarité des régions notamment. Notre pays est beaucoup trop jacobin, beaucoup trop centralisé sur ça. Plus on est près de la réalité, plus on a de chances de trouver l'alchimie, de remettre en place des territoires vivants. On ne pourra pas réorganiser les relances régionales de Paris, ça ne marche pas. Il faut qu'on arrête un moment de penser que parce qu'on a fait la haute fonction publique, on est capable de penser ce qu'il faut à Nantes, à Nice, à Millau, et puis à Caen. Enfin, c'est complètement impossible. Et la subsidiarité en entreprise aussi, c'est une réorganisation de la pyramide des fonctions, où moi je l'ai pratiqué dans l'entreprise que je dirige, c'est qu'on repart de la catégorie la plus basse, et la moins qualifiée, et on lui donne le maximum de ce qu'elle peut faire. Et on remonte toutes les catégories de cette manière-là. Parce que la dignité se rétablit en faisant confiance. Et là, vous vous rendez compte que les personnes, quand vous leur faites confiance, elles ont beaucoup plus d'énergie que ce que l'on pense. Aujourd'hui, il y a plein d'énergies éteintes, parce qu'on est arrivé dans une forme de fatalité, que tout est foutu et qu'on ne pourrait pas rebondir. Et c'est pareil pour les salariés. Donc cette subsidiarité, cette dignité, cette option préférentielle des pauvres, on a tout. Et ça s'appuie sur 3 socles au niveau de la théologie. Le socle de la création, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Il est important de redonner un élan créateur. Et à chaque fois, quand on crée quelque chose, ça paraît déraisonnable. Ça paraît à chaque fois, quand on le relit, en disant c'était déraisonnable. Et n'empêche que pourtant, certains moments, certaines personnes se sentent la vocation et se sentent appelées à créer ça. Donc il faut absolument revisiter cette émergence de la création et cette émergence des talents. Le deuxième point qui est dans le triptyque de la théologie, c'est l'alliance. C'est-à-dire qu'on est un peuple de l'alliance, donc c'est par le collectif qu'on trouvera la solution. Le problème de notre monde, c'est que chacun veut se sauver tout seul. Alors, ça fait la joie du développement personnel, mais ça ne suffit pas. Moi, je pense qu'il faut du développement personnel, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des blessures de vie et autres, et il faut parfois un accompagnement nécessaire. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que les gens vont se sauver tout seuls. Voilà. Donc moi qui suis chrétien, je pense que c'est Dieu qui va me sauver, que c'est pas moi qui vais me sauver tout seul. Et le fait de mesurer qu'il y a quelque chose qui nous dépasse en termes de transcendance, quelle que soit la croyance de chacun, ça nous met face à notre juste place et ça évite beaucoup d'agitation. Le problème de notre monde, c'est qu'il y a beaucoup trop d'agitation. En quoi on peut vraiment redéployer nos talents? Il faut s'arrêter. Il faut s'émerveiller, il faut prier, il faut méditer. La fécondité de votre action se passe dans le temps d'arrêt. Voilà. Et donc le problème de notre monde, c'est qu'il ne sait plus s'arrêter. Donc il faut s'arrêter, s'émerveiller, prier, et vous aurez la fécondité de ce temps-là
dans la réussite sans vous agiter. Ça ne donne rien de s'agiter. Moi, je dirige un groupe qui faisait 5 millions quand je l'ai pris. Il fait 100 millions aujourd'hui de chiffre d'affaires. On ne s'est pas agité. Mais on déploie, on s'arrête, on reprend. Voilà. De temps en temps, on se plante, on rate un projet, puis on en tire une expérience, puis on relance un autre. Donc, il faut absolument savoir s'arrêter. Et puis, le troisième point, ce que je le disais, c'est celui du salut. Donc, la création, l'alliance et le salut, c'est un triptyque. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une société qui n'ose plus annoncer le salut. Voilà. Alors que c'est quand même, pour ceux qui y croient, c'est quand même exceptionnel de se savoir appeler à la vie éternelle. Moi, ça ne change pas un peu ma vie, ça change toute ma vie. Le jour où j'ai pris conscience que cet essentiel devait venir transfigurer mon important, ça n'a pas changé un peu ma vie, ça a changé toute ma vie. Et ça a changé les risques que j'ai pris dans ma vie, la capacité à m'engager. Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi, que je suis un outil au service. Et là, ça change tout. Donc ça veut dire qu'il faut rechanger les paradigmes par rapport à ça. Ce qu'on essaie de développer aux EDC, et je conclurai sur cette dernière partie, 3 points. L'intelligence. Il faut absolument apporter un modèle de société au monde. Et aujourd'hui, c'est possible. On a signé et on a travaillé avec Geoffroy de Roux-Bézieux, François Asselin, donc président du MEDEF, de la CPME, et Blandine Mullier. On a fait tout un travail et on a publié une tribune qu'on va reprendre en région. On était un peu bloqué par le Covid pour les réunions régionales, mais on va porter cette économie du bien commun qui va aller bien au-delà des EDC. Et on s'en réjouit. L'important, c'est que le monde aille bien, c'est que la CPME aille bien, c'est que le MEDEF suscite des initiatives, c'est que le réseau et la Fondation Entreprendre suscitent. Voilà, ne soyons pas jaloux les uns des autres, ça ne nous fait pas grandir. Il faut qu'on réussisse tous là où on est, chacun dans notre spécificité, chacun dans notre ADN, à faire réussir les autres sur ça. Et donc, il y a de la place pour ça. Donc, il faut mettre de l'intelligence. Et il faut arrêter de faire croire que c'est foutu. Le deuxième point, c'est qu'il faut y mettre la foi. Je pense qu'il y a un besoin de recentrage vraiment très très fort. Aujourd'hui, on voit des gens qui arrivent aux EDC. J'ai une personne à Laval qui est venue aux EDC en pratiquant le yoga, en allant faire un séjour au Tibet de méditation. En revenant du Tibet, elle s'est dit je vais lire ce que disent les moines français parce que j'ai bien aimé ce que disaient les moines tibétains. Et il y avait un moine français qui s'appelle Don Hugues Minguet qui dit tous les dirigeants devraient être aux EDC. Alors il dit je viens aux EDC parce que si les moines le disent, et aujourd'hui c'est un pilier des EDC. Donc ça veut dire que les gens sont en soif de sens et les chemins pour y conduire sont multiples. Et il faut avancer sur ces multiples chemins. Donc la foi est important. Et puis, avoir un projet c'est bien, y croire c'est fondamental. Mais si on ne place pas des premières briques de transformation du monde, si moi j'ai repris une librairie, je me suis occupé de personnes handicapées, de prisonniers, mon propos n'a de crédibilité, je pense, que par les actes. Et d'ailleurs, quand j'ai repris la librairie, j'ai eu un message très sympa du leader du Parti communiste à Laval qui m'a dit « Si être chrétien, c'est ça, chapeau ». Parce que c'est par nos actes qu'on changera le monde. Et à un moment, il faut qu'on ose plonger dans des piscines où on ne sait pas où ça va nous emmener. Je disais aux jeunes cet après-midi, mais allez-y, faites confiance à votre vocation, faites confiance à votre intuition. Qu'est-ce qu'on attend ? On dit, ah oui, mais j'aimerais bien y aller, mais la mer n'est pas assez chaude, donc je ne vais pas me baigner aujourd'hui. Non, à un moment, on est devant une urgence. On ne pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Il y a une urgence sociale, il y a une urgence environnementale et une urgence entrepreneuriale. Qu'est-ce qu'on fait ? On plie les gaules, on va à la pêche, ou est-ce qu'on y va ? Nous, on dit, il faut faire partie de ces leaders qui y vont. Et quel que soit l'âge, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre qualité, est-ce que je ne peux pas amener une contribution à ça ? Donc ça veut dire qu'il faut être pleinement leader de leader. Il faut assumer son leadership, il faut assumer le pouvoir, il faut assumer l'autorité qui est la nôtre. Voilà, il faut l'exercer avec attention, avec amour. Il faut avoir envie d'être entouré des meilleurs sur ça. Et il faut s'entourer des meilleurs, mais soyons pleinement leader de leader. Donc osons entreprendre. Mais ce leader de leader ne fonctionne que si vous êtes équilibré de serviteur de serviteur. Il nous faut être à la fois en même temps leader de leader et serviteur de serviteur. Ça veut dire que notre fonction de leadership nous amène à une responsabilité de service.
Et il faut qu'on aille au service des plus petits, il faut qu'on aille au service des plus pauvres, il faut qu'on aide les autres. Quand on a de la chance d'être du bon côté, ben, il faut utiliser tous ces moyens, tous ces biens. Et c'était Saint Basile qui disait, vous savez, si vous avez des biens matériels, il faut les partager, pour ce que je vous disais, parce que sinon vous allez en devenir esclave. Après, il enchaînait, il dit, si vous avez des biens intellectuels, alors là, encore plus, n'hésitez pas à les partager, parce que quand vous les donnez, vous les avez encore. Voilà. Donc c'est quand même assez génial, c'est une somme positive. Et là où c'est encore le mieux, et les évangiles nous le rappellent, c'est les biens spirituels. Si vous partagez les biens spirituels, vous aurez une fécondité au centuple. Est-ce qu'à un moment, on est capable de croire qu'on peut être animé de cette fécondité au centuple? Moi, je fais partie des gens qui me disent l'évangile est parole vivante, donc il faut qu'on vise cette fécondité au centuple. Je sais, d'ailleurs, dans l'évangile, il s'est dit qu'elle sera peut-être de 30, 60 ou 100. Mais si elle était déjà de 30, hein, vous imaginez. Donc c'est exceptionnel. Ça veut dire que si on vit sa vie de manière cohérente, on aura, et si on donne sa vie, hein, on est au moment où je pense qu'il est venu de tout donner. Et il est venu de tout donner. Si on donne sa vie, si on est engagé, si notre engagement devient une vocation, tout nous sera donné en abondance. Et c'est cette abondance que je vous souhaite. Merci. Alors n'hésitez pas à réagir, à poser des questions, des interpellations, à faire comme les jeunes. Cet après-midi, il y en a un qui m'a dit que j'étais un peu utopiste. Il faut oser poser la première. Ça peut être une réaction. Il y en a une en haut là. Oui. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes vos belles choses dont vous avez parlé. Moi, je voudrais parler d'une chose un peu plus pessimiste, mais dans quelle mesure tout ce qui se passe aujourd'hui et dans quelle mesure on est tous soumis au domaine économique et à la finance aujourd'hui, enfin, ouais, à l'argent en fait. Alors, l'argent, un point. Je vais prendre l'argent, puis après je vais reprendre le schéma de manière globale. L'argent doit être un moyen. Le problème de l'argent en soi est bon. Je veux dire, une entreprise a besoin d'argent, elle a besoin de fonds propres, hein. Elle a besoin de capacité d'intéressement de ses salariés et elle a besoin de capacité d'investissement. Donc, qu'une entreprise soit profitable, et je crois que dans le parcours entrepreneuriat de l'ICES, vous parlez beaucoup de l'océan bleu et de la création de valeur, surtout continuez à le faire. Plus vous allez créer de la différenciation, plus vous allez créer de la création de valeur. Si vous avez de la création de valeur, vous pourrez la partager. Si vous ne créez rien, vous ne pouvez rien partager. Donc il y a un moment, il faut être pragmatique. Donc ce n'est pas l'argent en soi qui est un problème. Donc la question de l'argent et son problème devient quand c'est devenu une finalité, quand l'argent est devenu idole. Voilà. Et si l'argent est devenu idole, elle remplace Dieu. Et là, c'est le début des problèmes. Mais l'argent en soi, voilà, si les entreprises qui ont des difficultés économiques savent à quel point l'argent est fondamental. Et les gens n'ont pas envie de faire des plans sociaux, ils n'ont pas envie de diminuer des emplois. Parfois, elles sont obligées de le faire pour des raisons de pérennité. Donc, ça, c'est sur l'argent. Après, par rapport à la finance, il y a un vrai problème, c'est la finance mondiale. Et puis, c'est les zones dans lesquelles il y a la défiscalisation, c'est-à-dire dans lesquelles il y a les paradis fiscaux. Donc, aujourd'hui, on est face à quelque chose complètement déconnant. Donc, sur ça, est-ce qu'on attend que toutes les choses déconnantes soient réglées pour se mettre en mouvement? Et dans ces cas-là, on ne commencera jamais. Est-ce qu'on crée un élan de cette économie du bien commun? Plus on fédérera de monde, plus les consommateurs deviendront, on dit souvent consommateurs, c'est-à-dire plus ils deviendront cohérents par leurs actes de consommation. Mais la première question que moi je nous pose, et que je me pose parfois,
est-ce que tous mes actes de consommation sont cohérents, à titre personnel? Souvent, j'entends plein de gens qui disent « mais moi, je veux des choses françaises, européennes et autres, parce que c'est important qu'on soutienne l'économie française, l'économie européenne. » Quels sont nos actes d'achat? Il y a plein de gens qui disent « bah oui, mais il faudrait soutenir l'agriculture, parce que les agriculteurs, c'est des gens vraiment très bien, qui ont un travail dur. » Il y a aujourd'hui des produits en grande distribution qu'on a réussi à développer avec une juste rémunération du consommateur. Il y a des gens qui rentrent dans le magasin avec l'envie de les acheter et ils ressortent sans. Alors, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Là, il y a des gens, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat pour le faire. Mais au moins que tous ceux qui ont déjà le pouvoir d'achat pour le faire le fassent. Et ça créera un élan hyper positif. Donc, pour moi, le vrai danger dans la question que tu poses, c'est d'être dans une forme de fatalisme par lequel tout serait foutu, alors que seuls des gens déraisonnables ont changé le monde. Et puis, c'était Martin Luther King, que j'étais intervenu à Nantes sur Martin Luther King, et j'avais un peu travaillé les propos de Martin Luther King. Martin Luther King disait, vous savez, quand un système est déconnant, il ne faut pas se prendre les gens qui sont déconnants dans le système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se prendre les organisateurs du système. Il disait, il faut aller réveiller l'indifférence des bons. Moi, je pense qu'à travers l'économie du bien commun, il faut aller réveiller l'indifférence des bons, parce que des gens de bonne volonté, il y en a plein. Mais le problème, c'est qu'ils sont azimutés à la télévision en boucle et aux chaînes d'infos qui sont anxiogènes au possible. Donc on finit par terroriser les gens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on arrive? Le plus grand danger de notre société, c'est la peur. C'est terrible. On arrive à un niveau de peur où, voilà, bien sûr, il y avait des personnes à risque qui devaient se protéger dans la phase Covid, mais il y avait des gens qui étaient sous les tapis partout. Enfin, on a fait croire aux gens qu'on pouvait s'en sortir en étant dans un canapé. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Moi, j'ai discuté avec mes sections syndicales pour qu'on maintienne l'activité professionnelle. Je leur ai dit, mais attendez, on va faire les comptes ensemble. On va regarder. Ils ont dit, ah oui, mais c'est pas raisonnable. Vous avez raison, on va reprendre. Mais à un moment, on ne peut pas faire croire qu'on va sortir des milliards de partout. C'est pas vrai. Il va falloir les rembourser. Et quelle dette on va laisser à la génération qui arrive? Moi, je pense qu'on a une vraie responsabilité d'installer une nouvelle génération dans des conditions de réussite. Et que peut-être ma génération et celle d'avant qui a très bien vécu, ou globalement bien vécu, il faut peut-être qu'on fasse des efforts. Il faut peut-être qu'on fasse des efforts, mais je pense que moi, ça ne me dérange pas de faire des efforts. Par contre, ce que je ne veux pas faire, c'est des efforts dans un panier percé où ça ne va pas à cette nouvelle génération. C'est ça le risque aujourd'hui. Autre... Oui. Là, puis après, il y en a deux roues. Ouais. Oui, excusez-moi, je rebondis un petit peu sur ce qui est la question précédente. Je pense qu'autrefois, traditionnellement, le business était au service de la politique, c'était une discipline ancillaire. Et maintenant, la politique est au service du business, c'est l'argent qui domine partout le monde. Oui, c'est ce que vous avez dit, et on est bien d'accord, mais comment conjuguer justement cette recherche du business, de l'argent, avec le confort, avec l'homme? Parce que, par exemple, le commerce international, ouais. Je suis allé au Vietnam pour d'autres raisons, j'ai vu que là-bas, on fabriquait des chaussures pour rien. Les gens travaillent 2 fois plus ou 3 fois plus que nous pour 4 ou 5 ou 10 fois moins cher. Ouais. Et alors, toutes les entreprises délocalisent. Si on les garde en France, c'est parfait, c'est merveilleux, la politique le demande, mais il faudra accepter de payer sa chemise x2 et sa voiture 2 ou 3 000 euros de plus. Et est-ce que vous pensez que c'est conciliable avec notre société, notre façon d'être, de vivre dans les entreprises et dans le quotidien de chez nous? C'est difficile de conjuguer tout ça, je pense. Je suis d'accord. Moi, je vous dis, mon point d'attention, c'est d'essayer de placer des actes d'achat cohérents. Je pense que par nos actes d'achat, on a beaucoup plus d'influence. Vous savez, en marketing, les gens observent énormément les tendances de marché. Dès qu'ils voient des inflexions en disant les gens commencent à se comporter comme ça, ils commencent à mettre ces produits-là en avant. Donc ça veut dire que si on ne crée pas le premier effet, cet effet-là aura un effet de levier parce que les gens de marketing vont dire il y a une tendance lourde, donc il faut absolument faire plus français, ou il faut aller... Après, j'ai pas mal travaillé aussi avec François-Xavier Bellamy sur les questions d'Europe, sur ça, et d'économie du bien commun et Europe. Et il y a certains secteurs d'activité qu'il ne faut pas se mentir, on ne pourra pas les créer en France seul. Il faut qu'on recrée des consortiums européens sur certains domaines, parce que si on n'est pas à 2 ou 3 grands pays européens, on ne pourra pas ramener
ce qui est en Asie, en France. Il ne faut pas se mentir. Il faudrait mieux qu'on ait un projet à quelques grands pays européens de se dire ça on met ça en Allemagne, ça on met ça en France, ça on met ça en Italie, et ainsi de suite. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle s'est elle-même bureaucratisée. Alors qu'elle a un atout important en parallèle qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça nous a généré un espace de paix depuis jamais aussi longtemps. Donc il faut qu'on garde cet espace de paix, mais la décision à 27 à l'unanimité, c'est complètement terrible. Ça paralyse complètement l'Europe. Oui. Vous avez évoqué en début d'intervention, qui a été particulièrement pertinente d'ailleurs, et je vous en remercie, la décroissance, et vous aviez dit que pour vous, ce n'était pas la solution à adopter. On vous a finalement assez peu entendu là-dessus. Est-ce que vous pouvez développer? Pourquoi? Ouais. Merci. Donc, et puis après, je prendrai la question suivante. Sur la décroissance, vraiment, je vois deux dangers à la décroissance. Autant je suis pour la sobriété heureuse. Sincèrement, on ne peut pas continuer à consommer autant de produits qu'on a consommés jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, quand on se rend compte que des fois, on se passe de certains produits, on arrive à vivre très très bien sans certains produits. Donc ça veut dire que je crois vraiment à la sobriété heureuse. Je pense que sur le côté de l'énergie, aujourd'hui, je travaille avec Carbon 4, le cabinet de Jean Covici, sur toutes les exploitations du carbone, et notamment, je vais rentrer dans le Shift Project de l'agriculture sur ces questions-là. La croissance qui s'est passée au XXe siècle a été dopée à l'énergie fossile. Vous prenez la courbe de croissance, il y a un rapport, une corrélation très très forte entre la croissance et l'énergie fossile. On sait qu'on a passé le plateau donc sur ça, qu'on va en avoir moins, et que maintenant, à chaque fois qu'on va chercher du gaz de schiste et autres, c'est beaucoup plus cher. Mais on est en train en faisant ça, on continue à pousser au bout du bout, comme si on voudrait repousser la limite. Voilà. Mais à un moment, la limite sera là. Je veux dire quelle génération va la vivre? Je ne suis pas un spécialiste des questions de l'énergie pour vous le dire précisément, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, c'est un mensonge de faire croire que la ressource est illimitée. Voilà. Et c'est honteux d'en avoir consommé autant en si peu de temps. C'est-à-dire que cette énergie qui a mis des millions d'années à se mettre en place, je veux dire quasiment en un siècle, on va avoir tout brûlé. Donc ça ne va pas. Il faut bien qu'on revienne à un schéma durable. Par contre, ce schéma-là, si on prend par exemple l'éolien, le bilan carbone de l'éolien est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il n'y a pas de fabrication de l'éolien, très peu, et un petit peu en Allemagne, mais très peu en France et pas beaucoup en Europe. Donc c'est beaucoup, on importe, donc ça crée un bilan carbone très défavorable pour le pays. Donc il faut écouter ces questions autour de l'énergie. Après, pour moi, je pense que l'hydrogène est une piste très intéressante, donc qu'il faut creuser. Par contre, pour l'instant, son rapport énergétique est très mauvais, mais on sait qu'avec la techno, les choses peuvent s'améliorer avec le temps. Mais donc, on va aller vers une décroissance énergétique. Donc, l'ampleur de la décroissance va dépendre de la quantité d'énergie. Donc, aujourd'hui, en 2020, on a, je veux dire, le Covid a fait qu'on respecte les enjeux carbone tels qu'il faudrait respecter. C'est-à-dire que c'est la première année, voilà, et pourquoi on le respecte? C'est parce qu'on a été contraint. Je veux dire, personne, on a fait, dans notre entreprise, on a baissé énormément les kilomètres, on fait plus de visio. Nous, ce que l'on fait dans le groupe que je dirige, nous, on s'est fixé l'économie de kilomètres, qui a été trop forte parce qu'il faut maintenir du lien humain. On se fixe l'année en 2021 d'en garder 50% d'économie. C'est-à-dire que là où quelqu'un faisait, moi je fais beaucoup trop de kilomètres, je faisais pas loin de 50-60 000 kilomètres par an, et donc cette année je vais avoir diminué de 20 000, et ben on se dit de toute façon il faut qu'au minimum que je gagne 10 000 l'année prochaine, c'est le minimum. Moi à titre personnel je pense que je peux gagner 20 000 encore, en s'y prenant différemment. Et si on fait ça à tous les niveaux, on va avoir dans ces cas-là des économies positives d'énergie. Et par contre, là aussi, je pense qu'il y a un risque sur l'écologie et la décroissance, c'est que certains veulent faire une photo de l'écologie. Pour eux, à un moment, la nature est devenue
quelque chose qu'il faudrait mettre sous cloche et qu'il ne faudrait plus bouger. C'est complètement contraire à l'anthropologie chrétienne. Qui est que le principe, dans la Genèse, le principe, c'est de cultiver et d'accompagner la nature. Mais en la laissant à la fin de son passage, au minimum dans le même état que ce qu'on l'a trouvé au début. C'est ça qu'on n'a pas su faire. Donc il faut qu'on prenne respect de la nature. Nous, on déploie une agriculture du vivant. Et c'est quoi une agriculture du vivant? C'est des sols en bonne santé, avec beaucoup moins de phytosanitaires. C'est des plantes en bonne santé. Et c'est des animaux en bonne santé. Si on résout cette équation-là, on travaille beaucoup sur l'immunité des animaux. Je vous dis, on baisse beaucoup. Vous ne mesurez pas les progrès que font l'agriculture sur le développement durable. On a encore beaucoup l'image d'une agriculture polluante sur les phytosanitaires. Et ce n'est pas 500 producteurs. On a 18 000 adhérents clients qu'on accompagne. C'est aujourd'hui à une échelle très, très significative. Donc le problème, c'est que les médias ou l'association locale met toujours en avant celui qui déconne. Et de celui qui déconne, ça fait, je disais tout à l'heure en fin de journée, là, avec les jeunes, je dis, quand Carlos Ghosn se gave de millions, ça y est, le lendemain, tous les patrons sont des salauds, et c'est une catastrophe. Donc il faut qu'on avance vers ça. Donc nous, on croit à une croissance raisonnable. Par contre, la croissance, ça veut dire que dans la croissance, il y a l'innovation. Je pense qu'une société qui arrêterait d'innover, ce serait dramatique. Sincèrement, ce serait dramatique. Ça veut dire que c'est une société qui n'a plus d'espérance. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai une petite question sans rebondir sur toute la notion de l'écologie. Une question que je n'ai pas bien pu discerner dans vos propos, c'est est-ce que l'intérêt du bien commun doit-il passer par le sacrifice personnel, par exemple dans l'accomplissement d'une cause, ou au contraire, pas tellement le sacrifice personnel? Je ne sais pas si ma question est très claire. Ça dépend ce qu'on appelle sacrifice personnel. Je pense que l'intérêt du bien commun doit passer par le fait que ceux qui ont beaucoup de moyens les partagent avec les autres. C'est-à-dire que je pense qu'un dirigeant ne peut pas se limiter à sa fonction de produire. Il doit additionner 2 fonctions à ça, celle du partage et celle du prendre soin. Voilà. Et prendre soin des autres et prendre soin des pauvres, prendre soin de la planète. On quitte... L'entreprise a une responsabilité comme jamais, parce qu'on était dans des schémas séquentiels. Chacun était dans son tunnel sans regarder ce qui se passait à côté. On est en train, et ça c'est une excellente nouvelle, et l'écologie humaine, l'écologie de manière générale nous amène à ça, on passe de quelque chose de linéaire à quelque chose de systémique, dans lequel tout est lié. Et c'est une très très bonne nouvelle de considérer que tout est lié, parce que dans le tout est lié, le déchet doit retrouver sa place et dans l'économie circulaire. Donc, et là, on avait poussé... D'ailleurs, vous prenez l'organisation d'une usine, elle était en linéaire. Tout était bâti en linéaire. Maintenant, y compris les concepteurs d'usines sont en train de se poser des questions. Et il y a le pôle de Valorial là, qui travaille sur l'agroalimentaire du Grand Ouest. On travaille un petit peu avec eux. Ils sont en train d'imaginer l'usine circulaire de demain. Donc on est en train de passer sur ça. Mais pour revenir sur le sacrifice... pour moi, partager doit être une joie. Partager doit être une joie. Si c'est un sacrifice, les gens ne le feront pas. Et ce qu'il faut qu'on révèle aux personnes, c'est la joie du partage. Quand on partage, ça rend plus heureux que de garder pour soi. Parce que de voir l'autre grandir, de voir quelqu'un qui était en difficulté se relever, ça contribue à ma joie, mais mes euros sont rien par rapport à ça. Moi, j'ai investi dans une librairie il y a 6 ans. Vous savez qu'il ne faut pas investir dans une librairie pour gagner de l'argent. Et on essaye de la maintenir à flot et de ne pas tomber. Tous les ans, c'est une performance de ne pas tomber. Mais c'est une joie profonde pour moi de concourir au bien commun de ma ville. Je n'ai pas le sentiment de faire un sacrifice par rapport à ça.
Et quand bien même un jour, dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, elle s'arrêterait, personne ne pourra m'enlever la joie d'avoir contribué au bien commun pendant 5 ans, 10 ans. Et là, la notion qu'il faut qu'on retrouve, c'est la notion de la joie. On a perdu, notre société a perdu, je parlais de l'émerveillement, mais derrière l'émerveillement, c'est la joie. On a perdu la notion de la joie. On ne sait plus se réjouir d'avoir ses proches en bonne santé. On a commencé à se réveiller avec le Covid. On ne sait plus se réjouir d'avoir des conditions matérielles correctes quand on a des conditions matérielles correctes. On veut toujours plus. On est dans la jalousie de l'autre. Il faut être dans la joie de ce qu'on a. Moi, tous les soirs, et je le ferai ce soir à l'hôtel en rentrant, tous les soirs, je rends grâce de la journée que j'ai vécue. Je rends grâce des belles personnes qu'on m'a mis sur mon chemin par rapport à ça. Et quand il y a des choses qui sont trop lourdes au niveau professionnel, je dis, Seigneur, je te dépose ça. À toi, moi, je veux bien continuer à te suivre sur le chemin, mais il y a des choses qui sont trop lourdes pour moi. Pour moi, la belle position du chrétien, c'est la position du chrétien au pied de la croix. C'est la position du disciple bien-aimé, qui est Jean, mais d'ailleurs il est souvent appelé le disciple bien-aimé. Ça devrait être tous notre position, c'est-à-dire c'est la joie de la croix. Alors, la joie de la croix, c'est quoi la joie de la croix? C'est la joie de se réjouir que Jésus a donné sa vie pour nous. C'est énorme, c'est énorme. Et s'il devait y avoir quelque chose de nous sur la croix, ça devrait être l'homme ancien de péché, celui qui est attaché et crispé sur ses biens matériels. Mais ce qu'il y a en chacun de nous, c'est l'homme et la femme qui a envie de partager et qui a envie de faire le bien. Et il ne faut pas taire cette envie de faire le bien. Il faut la réveiller chez chacun. Il faut la réveiller chez les jeunes et chez les moins jeunes. Et je vous dis, c'est à tout âge, on peut le faire. Pour moi, y compris l'épreuve n'est pas vécue de la même manière si on inscrit sa vie dans une joie profonde. Voilà. Si votre vie est inscrite dans une joie profonde du service, vous transcenderez les épreuves, vous échapperez pas aux épreuves. Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mon épouse a perdu son frère d'un grave accident, d'un terrible accident de montagne. Elle-même a fait une dépression derrière. On a surmonté ça je veux dire, ma joie profonde m'a permis de passer. Voilà. Et les moments les plus délicats, quand à un moment je n'arrivais plus à trouver les clés, j'ai crié au Seigneur en disant, Seigneur, viens m'aider, parce que là, j'ai plus les clés, parce qu'on a tous cette humilité à avoir. Mais si on a cette humilité, le Seigneur, il nous prend la main, il nous relève. Et donc, pour moi, ce n'est pas sacrifice. C'est pas sacrifice, que le sacrifice, il a été déjà donné par Jésus sur la croix. Nous, il faut se réjouir que vraiment, il ait fait ça pour nous. Et c'est vraiment, quand on prend conscience de ça, c'est là où je vous disais que moi, ça transfigure ma vie, parce que c'est énorme, ce savoir appeler à la vie éternelle, quand bien même ça passerait par quelques épreuves, je vais dire, l'essentiel, c'est le final. L'essentiel, c'est le final, et la communion des saints qui nous attend, et tout ce qui va avec. Notre vie a beaucoup plus de sens, mais on ne peut pas dire que ça, c'est l'essentiel, et de ne pas commencer par l'essentiel. Le problème aujourd'hui, c'est que l'essentiel, on voudrait bien ouvrir notre porte à Dieu un petit peu quand ça nous arrange. C'est-à-dire que c'est Seigneur, tu viens m'aider sur ça, mais ça, à mon boulot, tu t'en occupes pas trop, parce que je ne vais pas t'embêter avec ça. Puis ça, tu t'en occupes pas plus. En fin de compte, tout ce qui est dans les trucs qu'on n'a pas alignés, on aimerait bien qu'ils s'en occupent pas. Oui. Si vous voulez vivre cette joie profonde, cette paix profonde, ça passe par un alignement de vos vies personnelles, spirituelles et professionnelles. Et plus tôt vous le faites, et vous êtes pas mal de jeunes là, plus tôt votre vie, vous serez heureux. Donc vous ne privez pas. Mais le sacrifice, non, mais par contre l'épreuve fait partie du chemin. Parfait, merci beaucoup monsieur. Ouais. Merci. Ouais. Il y a un micro là. Et après, par contre, je parlais beaucoup de gens chrétiens, mais je suis aussi très épaté, j'ai plein d'amis non chrétiens,
un devoir pour moi des chrétiens, c'est de ne pas rester en vase clos et vraiment d'être avec les autres. Et je suis admiratif de l'engagement de personnes non chrétiennes dans le monde. Il faut saluer ça aussi. On n'a pas le monopole de ça, et ça doit au contraire nous restimuler encore plus quand on voit ça. Alors, je voudrais savoir ce qui fait que dans notre beau pays, les institutions françaises, en fait, nous invitent en permanence à parler de social, d'élan collectif, de partage, de solidarité, alors que la situation est quand même relativement mauvaise, et ça ne date pas de cette crise. En fait, je travaille pour une grande compagnie d'assurance. En réalité, depuis toujours en France, enfin depuis la fin de la guerre, 80% de la situation des petites et moyennes entreprises françaises est mauvaise. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, 80%. Et je voudrais savoir ce qui, d'après vous, fait que nos amis anglais parlent beaucoup moins de social, ils parlent moins de social, ils parlent moins de collectivité, etc. Et finalement, ils se retrouvent, sans doute peut-être à cause de l'éducation sentimentale qu'ils ont. Enfin bref. Mais enfin, en tout cas, quel est votre avis? Ils se retrouvent plus pragmatiques et avec une économie qui est florissante. Alors, il y a un point sur lequel je ne vais pas être d'accord, c'est sur la stat. Les stats que j'ai de la CPME ne sont pas de 80% des entreprises qui ne vont pas bien. J'aurais tendance à inverser le chiffre sur ça. Mais on s'expliquera. Hein, vos adhérents chez les artisans, les commerçants, non, mais, les libraires, oui, non, mais ça a toujours été mal. Pour une raison très simple d'ailleurs, et je ferme la parenthèse, c'est que les compétences nécessaires pour mener à bien une entreprise sont énormes. Et donc, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oui, mais ce que je ne voudrais pas à travers vos propos, c'est qu'on décourage les gens d'entreprendre, parce que une entreprise, c'est une aventure humaine, financière et autres. Si vous dites, je connais des gens qui ont eu des carrières parfois qu'un KA en entreprise, mais quand ces gens ont pris leur retraite, ils ont quand même été heureux d'avoir été entrepreneurs. Donc pour moi, je pense qu'il faut dire que d'être entrepreneur, ça rend heureux. Parce que sinon, on va décourager tous les gens d'être entrepreneurs. Ils sont déjà un peu découragés. Non, mais si vous dites que tout est foutu, je pense qu'à un moment, c'est pas possible. Ce qu'il faut mesurer, moi c'est une excellente nouvelle. Il y a 30 ans, 60% des jeunes rêvaient d'être dans la fonction publique. 60% des jeunes rêvaient dans la fonction publique. La même étude est sortie il y a 3 ans, ça a été une étude des Échos. 60% des jeunes rêvaient d'entreprendre. Et alors moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Je ne dis pas que le contexte est simple. J'ai dit qu'on était dans une crise économique, on ne va pas nier la crise économique dans laquelle on est. Maintenant, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des secteurs d'activité où les choses vont bien. Et quand ça va bien, voilà, il y a des opportunités à prendre pour demain. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est que la France est beaucoup trop bureaucratisée. Donc ça veut dire qu'on met beaucoup trop d'euros à administrer le système et pas assez dans l'infection. Nous, on vend des solutions de laboratoire, on a un brevet en génomique animale. Pas sans manipulation génomique, mais dans la lecture de l'ADN, pour accompagner justement un certain nombre de projets dans l'agriculture du vivant. On déploie cette solution, on a déployé notre brevet, une licence de brevet en Angleterre. Le même labo pour la même activité en Angleterre a à peu près 1/3 de plus de salariés, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup moins robotisé que nous. Pourquoi ils ont moins robotisé? Parce que le coût de la main-d'œuvre étant moins cher, ils emploient. Voilà. Et on a regardé, on a exactement la même rentabilité économique. C'est-à-dire que la fiscalité que vous appliquez, et on parle notamment de l'industrie. Nous, quand on est sur des matériels, ça vaut entre 500 000 euros et 1 million d'euros. Ben, c'est sûr que si la fiscalité qu'on impose aux entrepreneurs sur les charges sociales et autres a une conséquence sur les décisions qu'ils prennent, parce que l'entrepreneur, il a besoin d'équilibrer ses comptes. Après, là où la culture anglo-saxonne a un atout, c'est que entreprendre chez eux, c'est naturel, et que quand il y a un échec,
on dit c'est quelqu'un qui a osé, c'est un type bien. Alors qu'en France, quand vous avez un échec et que vous allez au tribunal de commerce, il y a plein de gens qui vous regardent en disant « mais celui-là, c'est un nul, il a tout raté ». Est-ce qu'on est capable de poser un regard positif sur ceux qui osent ? Moi, je défendrai toujours ceux qui osent et qui se plantent parce qu'ils ont eu le mérite d'oser par rapport à ceux qui n'ont pas osé entreprendre. Et plus on va prendre ce bon côté anglo-saxon, là je suis d'accord avec vous, plus on va encourager à l'entreprise. Et on en a besoin. Mais on ne peut pas être d'accord sur tout. Hein. Est-ce que vous parlez, par exemple, vous critiquez l'individualisme français, oui. Mais en réalité, les Anglais sont tout aussi individualistes, et ils réussissent beaucoup mieux. Alors, pourquoi ? Moi, je connais des gens. Je connais des gens qui sont allés en Angleterre. Je connais aussi des Anglais, parce que j'ai un fils qui est dans une carrière internationale. Et je vous promets qu'il y a des Anglais aussi qui viennent dans nos pays, parce que les conditions. Déjà, l'immobilier à Londres est extrêmement cher. Et puis, le suivi du social et le suivi de l'hôpital, voilà, même s'il y aurait beaucoup à dire en France, dans le prendre soin, pourquoi un des gros problèmes de l'hôpital aujourd'hui français, c'est qu'on est devenu un hôpital technique. L'Hôtel-Dieu, c'était quoi ? C'était une prise en charge d'une personne et d'une pathologie. Maintenant, on prend en charge la pathologie, on ne prend plus en charge la personne. C'est le vrai problème de l'hôpital aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a perdu la notion du prendre soin, on est devenu opérateur technique. D'ailleurs, la plupart du temps, vous rentrez le soir et vous ressortez le lendemain matin, pour beaucoup de choses qui avant duraient 4-5 jours. La question du prendre soin est une vraie question, mais on ne va pas tout traiter ce soir. Allez-y, ouais. On va prendre une dernière question, parce qu'il est 22h passé. Ouais. Est-ce que la notion de gouvernance peut être féconde dans le cadre de l'économie du bien commun ? Oui, c'est un gros enjeu pour moi. Il faut redéployer des gouvernances qui vont contribuer à ça. C'est possible. Je pense qu'il faut redévelopper un maximum d'administrateurs indépendants dans les entreprises. Il faut amener du regard pour éviter de rester entre soi. Il faut croiser les secteurs d'activité parce qu'il faut aussi qu'il y ait il faut reposer cette question de la raison d'être, que je parlais de la question de la raison d'être, c'est purement une question de gouvernance. De s'arrêter pour savoir à quoi l'entreprise doit répondre demain, c'est une question qui revient. Donc, c'est un sujet on pourrait prendre 1 heure pour traiter ça. C'est un sujet très, très important pour redéployer. Et après, il faut aussi accompagner les gouvernances dans les business angels, dans les jeunes. Moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut aider les jeunes à déployer des fonds pour entreprendre. Donc, au niveau des EDC, on s'attache au niveau de la fondation des EDC à développer des choses. On va développer un fonds qui va dans ce sens-là. Mais il faut absolument créer cette dynamique. Et quand bien même on ne changera le monde que là où on est, on sera dans la paix et la joie de l'avoir fait là où on est. Et après, la suite de l'histoire, espérons que ça génère un élan collectif. Mais moi, je vous dis, on a aujourd'hui un travail national et international qui fait qu'on peut aborder la question du bien commun. Je veux dire, il y a 5 ans, ce n'était même pas un sujet d'actualité. Vous auriez parlé du bien commun, vous auriez parlé que les EDC allaient signer une tribune avec la CPME, le MEDEF et Entreprendre. Tout le monde aurait dit, mais le bien commun, ce n'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Aujourd'hui, comme on a perdu plein de repères, le bien commun est devenu un sujet. Emparons-nous de ce bien commun, avec toutes les limites, avec toutes les contraintes dans lesquelles on est, mais il faut s'en emparer pour le diffuser et puis essayer que dans notre passage sur Terre, on ait pu faire le bien. Voilà. Et je pense que quand on a fait au moins le bien, quand on a essayé de s'attacher à faire... Voilà, quand on ne l'a pas fait, au moins qu'on s'en excuse sur ça, parce qu'on n'est pas parfait. Et quand on prend ce chemin-là, je pense qu'il peut nous amener à déployer des belles choses. Merci beaucoup, Monsieur Royer, pour tout ce que vous avez dit, pour l'espérance que vous nous avez partagée, pour l'énergie que vous nous donnez à aussi nous lever pour changer cette société. Merci à nos étudiants qui ont animé et introduit cette soirée. Merci à vous tous d'être venus. Et encore une fois, je crois qu'on peut vraiment vous applaudir.